Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. Les actes de violence à Kaweni et Majikavu ont émaillé ces 2 dernières journées. Plusieurs agressions déplorées sur des usagers de la route et des habitants. Les forces de l'ordre ont fort à faire pour tenter de ramener la sécurité alors que des affrontements sont encore à signaler en ce début de soirée à Kaweni. Nous parlerons également de l'augmentation des prix à Mayotte qui ne cesse de faire de parler, des prix qui grimpent sans encadrement selon plusieurs observateurs, une flambée inquiétante qui suscite des polémiques et qui alimente les discussions en cette période électorale, vous le verrez dans ce journal. Et puis nous vous proposerons le portrait de ce sculpteur de pierre basé à La Réunion, une passion vécue au quotidien par François Nicole et qui apporte des résultats époustouflants. Ce portrait est à découvrir en fin de journal. Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement sur l'axe Kaweni-Kungu depuis 5 jours maintenant, avec des affrontements et des actes de violence à répétition, des violences qualifiées d'intolérables par les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer. Ils ont d'ailleurs annoncé aujourd'hui le déploiement en urgence d'un escadron de gendarmes mobiles supplémentaires afin de restaurer l'ordre républicain. Plus de détails sur ce dispositif avec Kalatoumi Abdelhadi. Pour l'heure, on ne sait pas encore quand arriveront à Mayotte ces 72 militaires. Mais ici à Mayotte, on est plutôt sceptique quant à l'efficacité de l'envoi de ces gendarmes mobiles ici, parce qu'ils ne sont là que de manière ponctuelle, quand on sait que ces affrontements entre bandes rivales sont récurrents, autant en zone police qu'en zone gendarmerie, des affrontements très violents à coups de machette et à coups de galets qui ne choisissent pas leurs victimes, parce qu'hier parmi les victimes figurent un avocat ancien bâtonnier de Mayotte et 2 magistrates. Alors ici, pour enrayer cette délinquance, on plaide plutôt pour l'envoi, la mutation des policiers mahorais, gendarmes mahorais qui sont dans l'Hexagone parce qu'ils connaissent mieux le territoire et maîtrisent les langues locales. Ce soir encore, la tension est palpable ici dans la zone de Mamoudzou, comme vous pouvez le voir derrière moi. Policiers et gendarmes sont là, mais pour vous montrer encore plus la tension qu'il peut y avoir, c'est cette route quasi vide à cette heure-ci, heure de sortie du travail. En temps normal, ici, c'est l'embouteillage aujourd'hui. Très peu de voitures. Pourquoi? Parce que les salariés ont préféré rentrer chez eux plus tôt pour éviter d'être coincés à Mamoudzou en cas d'affrontement. Kalatoumi Abdelhadi devant la caméra de Phare Ousseigné. Nous reviendrons dans ce journal sur les événements, les exactions commises depuis hier soir, notamment sur Kaweni. Et puis, cette information, le réseau de transport Allo informe l'ensemble des usagers qu'en raison des dégâts occasionnés suite aux nombreux caillassages de leurs véhicules, notamment dans la zone Kaweni jusqu'au carrefour de Dzoumonié, le service ne pourra pas être assuré dans cette zone ce samedi 11 juin. Le retour à un fonctionnement habituel devrait être effectif à compter de lundi prochain si les conditions le permettent. Économie dans ce journal et l'on reparle de la vie chère à Mayotte, entre l'alimentation, le gaz ou encore les carburants. Les prix ne cessent de flamber chaque année et encore plus en ces temps de guerre en Ukraine, des hausses de prix à l'origine de la grève générale qui avait paralysé pendant 2 mois le département en 2011. Mais plus de 10 ans après, rien n'a évolué dans le bon sens. Shafika Salimkou, Daniel Abdou. La vie devient de plus en plus chère, il faudrait trouver une solution rapidement parce que sinon, il y a certaines personnes qui ne pourront plus vivre et ne trouvent plus quelque chose à manger. C'est un discours que pourrait tenir n'importe quelle personne. Mais les années passent et aucune solution concrète et pérenne n'est apportée. Il faudrait prendre conscience que la question de la vie chère a été entendue au sens de la logique de l'État et la logique du patronat. Il faudra maintenant que les Mahorais se mobilisent, surtout ceux qui produisent localement, pour que nous fassions une association entre
les programmes de l'État et les programmes des collectivités locales, des syndicats, des coopératives, surtout la production locale et le développement économique. De nos jours, les Mahorais voyagent de plus en plus dans l'Hexagone et ailleurs. Ils ont ainsi l'occasion de comparer les prix pratiqués là-bas et ceux affichés dans nos différents magasins. Les oignons qui se font très rares à l'île de Mayotte, qui sont hyper chers, comparé à d'autres produits aussi, des denrées comme le riz, le gaz qui devient de plus en plus cher. Nous, on est là, on est en train de galérer ici à Mayotte. Pas moi seul, tout le monde. Après avoir été la figure emblématique de la grande grève de 2011 contre la vie chère sur l'île, Boinali Saïd Tombou est pourtant convaincu qu'il faut faire les choses différemment, utiliser les bons outils statistiques qui aideraient à construire et apporter des changements profonds. L'État donnerait des salaires, attribuerait des salaires, des prestations sociales, ferait des investissements publics. Vous savez, hein, les routes, les ports, les aéroports, et j'en passe, et des meilleurs. Tandis que nous produisons, une production d'offres touristiques, les bananes, les maniocs, et j'en passe, et des meilleurs, l'alimentation, la santé. Vous savez que la santé est lourde en termes de charges, l'éducation. Tous les pans entiers de l'activité économique, sociale, voire même environnementale. En d'autres termes, le combat contre la cherté de la vie est à considérer dans une approche globale pour espérer un jour voir les Mahorais gagner en pouvoir d'achat. Et les parlementaires ont leur rôle à jouer, à eux de s'impliquer notamment dans les différentes commissions et voter des lois finances spécifiques aux Outre-mer. Et on ouvre à présent notre page sur les législatives. Plus que 2 jours avant le premier tour des législatives, qui aura donc lieu ce dimanche, et l'élément déterminant de cette élection sera une nouvelle fois la participation, et selon une enquête qui vient d'être réalisée pour France Télévisions, 54% des électeurs pourraient bouder les urnes, un nouveau record pour les législatives sous la Ve République. Illustration à Metz, dans l'Est de la France, dans ce reportage de Jacques Wittenberg et Marisa Plicky. Metz et ses 120 000 habitants font mieux, ou pire, c'est selon les opinions, que l'ensemble des Français. Le 24 avril, plus d'1 électeur sur 3 n'ont pas choisi le président de la République, ils sont restés chez eux, ils s'apprêtent à le refaire dimanche. D'ailleurs, que se passe-t-il dimanche ? Je suis pas, non. Pas du tout. Ah ben, il y a des élections... Pour les maires, c'est ça ? Ah non, c'est pas pour les maires, là, c'est pour les députés. Vous savez quelles élections ont lieu, là ? Alors non, même pas. Au cœur de la campagne, même lorsqu'on est informé, même lorsqu'on a vu les affiches, les candidats, la motivation fait défaut et l'abstention gagne du terrain. C'est particulièrement vrai dans le quartier de la Patrotte, l'un des plus défavorisés de Metz. Ici, l'abstention a atteint 47%. Voter, ça ne sert à rien. Voilà ce que l'on entend souvent lorsqu'on rencontre les habitants. Ça fait longtemps que je vote plus. Pourquoi ? Ça m'intéresse plus. On va dire on n'a plus d'espoir, monsieur. On a des intérêts, un ras-le-bol général, je sais pas. Et donc on n'a plus envie de voter ? Peut-être. Le droit de vote, c'est important, non ? C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on l'ait. Souvent désabusés eux aussi, les ouvriers de Stellantis, l'ex-PSA, la première usine de Metz avec ses 1100 salariés. Les politiques, disent-ils, sont impuissants face à la marche de l'économie. Le constat est amer. Ce délégué syndical semble déjà résigné. Moi, je tiens un bureau de vote. Dimanche, si on a 40% de votants, c'est la fête. C'est le CAC 40, machin et compagnie. C'est eux qui décident, oui. Pas les politiques. Non. C'est l'argent qui décide. J'avais encore un peu confiance dans le système, et puis maintenant... Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez plus confiance dans le système ? Ils donnent de l'argent qu'il y a des boîtes comme ça. Il n'y a rien pour les petits. Autre bastion de l'abstentionnisme, l'université. Comme tous les jeunes, les 27 000 étudiants de Metz votent peu. Je suis déconnecté de la politique, disent-ils fréquemment, telle cette étudiante en finance. Vous allez participer à la vie économique, sans doute. Et c'est pas important de savoir, d'être acteur de la vie politique ? Ah si, totalement. Je suis d'accord avec ça. Donc, mais ça sert à rien d'être acteur si on ne s'est pas renseigné avant, si on ne sait pas ce que tel et tel candidat veut. Les choix que font les dirigeants vont nous impacter, c'est sûr et certain. Mais vous n'avez pas envie de faire l'inverse, que votre voix impacte le choix des dirigeants ? Pas pour le moment, non.
Comment peut-on s'abstenir? Ceux qui au contraire posent cette question sont ceux qui votent le plus, les seniors. À Metz, dans cette résidence pour personnes âgées, un minibus est mis à disposition le jour des élections. Pas question de manquer un seul scrutin. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut réclamer quelque chose dans l'intégralité des choses, il faut voter. Sinon, sinon, on n'a rien à demander. Face à une perspective d'abstention record, les candidats ont 3 jours pour convaincre que voter, c'est utile. Et on poursuit cette page d'information avec cet encadré sur les législatives qui est signé Miss Baudine Bakar. Dimanche, à partir de 8h, nous serons plus de 92 410 électeurs mahorais à être appelés aux urnes pour élire nos députés. La France est divisée en 577 circonscriptions pour 577 parlementaires qui siégeront à l'Assemblée nationale. Ils seront 27 ultramarins, dont 2 mahorais. Ce 12 juin au soir, un candidat peut être élu dès le premier tour s'il obtient plus de 50% des voix, à condition que cela représente au moins 25% des inscrits. Sinon, un second tour est organisé avec les 2 candidats arrivés en tête. Mais d'autres peuvent aussi participer à ce second tour. Pour cela, ils doivent avoir obtenu 12,5% des inscrits. Même s'il est élu dans le cadre d'une circonscription, le député ne représente pas les électeurs de sa circonscription, mais la nation tout entière. Son mandat est donc national. Le député a 2 missions principales, voter la loi et contrôler le gouvernement. Et on en vient donc avec Miss Baudine Bakar qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors voilà qui nous emmène ce soir aux législatives de 2022 avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes qu'en 96 et en 93 et 83 et 86 pardon. Oui, du Younoussa Bamana, Henri Jean-Baptiste Mansour Kamardine, Abdoulaye Toufali, en passant par Boanali Seyd Toumbo, Ibrahim Aboubakar, Ramlati Ali, les mandatures se sont succédées et les enjeux sont de plus en plus énormes et pressants. Nous sommes passés d'une revendication statutaire, une reconnaissance d'appartenance à la nation, aux droits communs, à l'égalité sociale. Aujourd'hui, nous sommes face à 3 défis majeurs: la maîtrise de la démographie, la sécurité et l'immigration. 3 thèmes régaliens certes, mais qui ont besoin de parlementaires forts, crédibles, courageux et qui jouent la carte de l'intérêt collectif, Papineau. Alors, que disent les sondages au niveau national? Depuis plusieurs jours, les sondages se suivent et se ressemblent. L'Alliance de gauche de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUP, est donnée en tête des intentions de vote au premier tour des législatives, où compte tenu des marges d'incertitude, au coude à coude avec la majorité présidentielle. À Mayotte, comme vous le savez, il n'y a pas de sondage. La NUP est représentée dans les 2 circonscriptions, tout comme la majorité présidentielle. Mais comme vous le savez, Papineau, la politique obéit à certaines règles qui échappent toute intention et tout sondage. Et puis à noter que ce soir marque la fin de la campagne pour ce premier tour des législatives. Ce vendredi 10 juin marque le dernier jour de la campagne officielle. Dès ce soir, 23h59, l'ensemble des candidats devront observer le silence. Dans le même temps, il ne sera plus possible de faire mention d'un sondage ou tout autre élément de la campagne à partir de cette même heure. Et par conséquent, notre rubrique La Minute des législatives s'arrête ce soir. Et je remercie aux équipes et surtout aux documentaristes qui nous ont accompagnés pendant ces 3 semaines avec les images d'archives. Merci Miss Baudine Bakar pour toutes ces 3 semaines dans le cadre donc de ce premier tour des élections législatives. Et c'est ici donc que nous refermons cette page consacrée à ces élections législatives. Les suites à présent de l'enquête sur les violences perpétrées au Stade de France lors de la finale de la Champions League. Et voici un nouvel élément qui relance la polémique. On apprend que les images de vidéosurveillance du stade de cette soirée ont tout simplement été effacées, ce qui suscite de vives réactions. Pour Marine Le Pen par exemple, tout cela est volontaire. Hugo Pufner, Alexis Gaucher. Hier, au Sénat, l'un des représentants de la Fédération française de football lâche cette petite phrase sur la vidéosurveillance du Stade de France. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. Réquisition qui n'a pas eu lieu ? Un hochement de tête qui en dit long. Alors que le chaos au Stade de France a choqué dans le monde entier, les autorités n'ont pas demandé la vidéosurveillance du stade.
Depuis, les images ont été effacées automatiquement par le système informatique. Ces caméras, pourtant, sont situées à des endroits cruciaux. Elles filment les gradins, les escaliers et les abords immédiats des tribunes. Il y en a 220, aujourd'hui inexploitables. Les images des caméras aux alentours, propriété de la préfecture de police, ont elles bien été conservées. Mais ce raté provoque de nombreuses réactions ce matin dans la classe politique. Je n'ose pas imaginer que nos dirigeants soient incompétents au point de ne pas avoir immédiatement demandé que leur soient transmis les vidéosurveillances. Donc c'est volontaire. Ce manque de coordination est incroyable. Et alors on peut se dire que chacun se disait, l'autre va le demander. Enfin bon, c'est pas sérieux. Du côté du gouvernement, on se dit très surpris. Je pense qu'il y aura des précisions qui seront données dans les prochaines heures sur ce sujet-là. Donc explication à suivre peut-être. Je comprends par ailleurs que pour les Français, et notamment ceux qui nous écoutent, ça interpelle et ça interroge. Selon nos informations, le parquet de Bobigny a demandé les images hier soir, après les déclarations faites au Sénat. Pour l'instant, ni les ministères de l'Intérieur et de la Justice n'ont réagi à la polémique. Parlons à présent dans ce journal du job dating organisé ce vendredi au lycée de Lumière à Kaweni à l'intention des élèves de deuxième année de BTS, un partenariat GBH lycée des Lumières, une vingtaine de lycéens des classes SAM, support à l'action managériale, commerce international et GPME, gestion petites et moyennes entreprises, y ont pris part. L'année prochaine, ces lycéens seront à l'Université de la Réunion pour une licence professionnelle en mention commerce grande distribution. Plus d'explications à ce sujet avec bienvenue Serge Koutima, professeur référent du BTS SAM. Il se confie à Abderrahmane Saïd et Youssouf Ahmed Matouar. C'était intéressant pour nos étudiants pour d'abord prolonger leurs études, avoir davantage de possibilités en termes d'emploi et surtout s'inscrire dans ce qu'on appelle le cycle LMD, licence, master, doctorat. Et donc s'inscrire sur les grilles des rémunérations internationales et ne pas rester sur le seul brevet technicien supérieur qui s'inscrit dans un cadre plutôt national. C'est un accompagnement, on va dire, complet, une prise en charge quasi totale, puisque le groupe GBH s'occupe non seulement du billet aller-retour de nos étudiants, qui sera pris en charge par le groupe, il se chargera aussi de mettre à disposition des étudiants des structures d'accueil pour la partie apprentissage, et donc aussi se présenter en tant que parrain des étudiants auprès de l'IAE, avec une rémunération quand même à la clé et un bac+3 au bout. Comme annoncé en titre, nous faisons un saut à La Réunion, dans la région, pour parler de sculpture. Rencontre avec François Nicole, qui est un sculpteur sur pierre. J'y arrive. Une passion qui ne le quitte plus depuis une vingtaine d'années. Il façonne la roche basaltique. Son portrait est tourné à Saint-Joseph, dans le sud de l'île. Il est signé Laurent Pirotte. Sur les hauteurs de Saint-Joseph à Bel-Air, François Nicole sculpte la vie et l'histoire. Dans son jardin, l'artiste rassemble ses œuvres, créées tout naturellement. L'inspiration vient tout seul parce que parfois, on passe par là dans le chemin, ou une affaire, quand on a fait touchant, aussi on a envie de retracer à peu près la même chose. L'amour, la maternité, l'histoire de la Réunion et ses pages sombres. Pour moi, l'esclavage, déjà, c'est une affaire vraiment touchante, parce que moi-même, les Noirs, c'est mon racine, c'est mon ancêtre. Hein. Ça m'a voulu représenter la misère. Les enfants de la Creuse, ou bien, c'est un peu les enfants de la Creuse. À un moment avec tous ces enfants, dans les années 50, hein, où ça, le monde était vraiment pauvre. Il y a 20 ans, l'ouvrier maçon décide de tout plaquer pour se consacrer à sa passion. Un marteau, un burin et des pierres basaltiques récoltées à l'étang du Gaulle et sur les plages de Saint-Joseph. Et l'autodidacte est dans son élément. Mais il pourrait bien sculpter le bois, mais je ne pas le bois, moi. Puis, me dire, pourquoi je ne pas le bois? Moi, non, moi, je fais le plus dur.
J'en ai plusieurs à faire. Parce que la pierre, dans le poids le plus dur à manier, le bois est le plus facile à manier. Plus facile avec un couteau, qu'un ciseau à bois ou rentrer dans le bois. Mais la dent, pas facilement, non? Une partie de ses créations est désormais visible à Petite-Île, où l'on retrouve les mêmes thèmes. La mort d'une mère, déjà, c'est toute la force qu'une famille peut avoir, surtout quand elle a des enfants, quand il y a un enfant avec elle. Les racines africaines, là, m'a voulu monter, hein. Surtout, mon nation en moins, ça, la couleur de mon peau, ça me sort, mon racine, mon descendance, c'est tout ça, hein. Des scènes, des souvenirs, des images désormais immortelles. En partie visibles à la bibliothèque de Petite-Île jusqu'au 4 juillet prochain, ou chez l'artiste de 69 ans dans son atelier à Bel-Air, sur les hauteurs de Saint-Joseph. Et c'est dans nos prochaines éditions que nous vous diffuserons le reportage sur les exactions à Kaweni et Majikavo. Fin de ce journal. Merci pour toute votre fidélité. L'info se poursuit avec le journal à Mahorais dans quelques minutes. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon début de week-end. À demain soir, 19h, et à tout à l'heure.